on démarre vraiment. Dis-nous un petit peu quelques mots sur toi, d'où tu viens et qui tu es avant d'entrer à Lille. Je suis né à Cholet-Passalan, un petit village entre la plaine et la montagne. Et il y a bientôt 90 ans. Que dire les études, certificat d'études, CAP de mécanique, après 3 ans d'apprentissage à Vesoul, puis ma carrière chez Lille, quoi. Alors, tu es entré chez Lille en quelle année? Je suis entré chez Lille en 52, le 15 mars 52. Alors c'était une grande découverte, rentrer dans une usine, beaucoup de monde, on était un petit gamin au milieu, quoi. Donc c'est une... Mais là, à ce moment-là, tu avais déjà fait ton service militaire et tout ça Ah non, 52, moi j'avais 19 ans, je suis né en 33. Donc, je suis allé à l'armée, j'ai été appelé à l'armée en 53. J'ai eu la chance de ne pas aller, je suis allé en Algérie, mais dans le cadre de c'était l'indépendance. La France se battait, nous envoyait en Algérie pour combattre l'Algérie qui voulait son indépendance. Donc j'ai fait les ORES pendant 3 mois, 3-4 mois. Et c'était assez... quand j'ai vu la différence du style de vie du paysan des ORES avec la vie du richissime du colon des Moufariques, il n'y avait pas photo. Hein. Donc tout de suite je me suis dit il faut donner l'indépendance à l'Algérie, on ne va pas rester comme ça à tenir les gens. Donc voilà comment je suis rentré dans la vie, quoi. Et puis oui, donc là tu avais 20 ans et plus, hein, en fait. Et puis quand tu es rentré d'Algérie après, donc parce que tu es rentré, donc tu es revenu chez lui, c'était en quelle année? Je suis revenu en 56, début 56. Et donc, c'est là que j'ai rencontré mon frère et ma belle-sœur, qui m'ont parlé du syndicalisme, m'ont parlé de la CFDT, de la CFTC, et m'ont incité à y adhérer. Donc je suis allé à la rue Moncey, c'était un petit local qui était toujours rempli de fumée. J'ai allé à la CFDT, et puis c'est là que j'ai retrouvé, en rentrant de l'armée, il y avait un nommé Jean Ingros, mais c'est pas Michel, c'est Pierre Jean Ingros qui s'occupait qui se rencontrer des chrétiens de Lille. Alors là, j'ai retrouvé Piaget, je le connaissais lui de vue parce qu'il travaillait dans l'atelier de mécanique fine, j'étais dans la grosse mécanique, et donc je ne le connaissais pas. Donc j'ai fait connaissance à Piaget là, il y avait Bernard Billot, son beau-frère, il y avait Madame Tarnowski, un groupe de chrétiens de Lille qui s'est retrouvé tous les mois. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que l'Action catholique ouvrière se créait et donc chacun a rejoint le groupe de sa paroisse. Et toi, tu l'as fait Donc avec Fernand, on a rejoint le groupe de Saint-Jean, parce que on habite à Rivotte. Et puis, voilà quoi, comment on s'est... Et là, il y avait un aumônier qui t'a marqué. J'ai rencontré Joseph Guillemin, qui était un jeune aumônier qui arrivait des études sociales de Lille et qui était vraiment un gars qui nous a beaucoup aidé au niveau du social. Par exemple, on discutait, on se plaignait, la
CFTC, là, on disait, ah, la CGT, puis le PC, on était... Alors, ils me disaient, non, maintenant, le PC et le CGT, ils ont leur façon de faire, vous avez votre façon de faire, mais ce ne sont pas les adversaires, donc ils nous remettaient dans ce qu'il fallait, quoi. Et justement, si on revient, c'est quand tu dis que tu étais entré à la CFTC, donc à l'IP, donc il y avait la CFTC, il y avait la CGT. Alors comment un petit peu... c'était comment du point de vue syndical? Il y avait une CGT qui était très bien représentée. Il y avait Després qui représentait la CGT à l'horlogerie. Il y avait Després, il y avait Rouleau qui était dans l'atelier à Piaget. C'était une grosse pointure aussi. Et puis le troisième, c'était... Non, mais il y avait aussi Claude Mercet, alors, Dartevel. Non, donc c'était pas à ce moment-là. Non, Dartevel et Mercet ont remplacé la vieille garde de CGT qui était trois. Et donc, moi j'ai milité en même temps que Dartevel et Mercet. Et juste, je reviens encore un petit coup sur la guerre d'Algérie, parce que la guerre d'Algérie, ça t'a marqué et ça t'a amené à t'engager politiquement assez rapidement. Et ton père était aussi engagé politiquement. Oui, à 12 ans, moi, je suivais mon père, je regardais ce qu'il faisait. Il était adhérent au MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui était un mouvement social qui était centriste, plutôt, mais ça m'a ouvert, à ce moment-là, ça m'avait déjà alerté sur l'engagement à avoir. Et puis, donc, en rentrant de l'armée, ce jeune négro, là, il nous réunissait. Et tu t'es aussi engagé au PSU assez rapidement. Dans la foulée. Ouais. Dans la foulée, ça allait de pair, hein, l'engagement syndical et l'engagement politique. Donc, pas de problème, quoi. Alors, tu dis souvent que, par là, en 59, il y a eu un tournant dans ton approche du syndicalisme. Et c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué, moi, c'est que je suis parti en... Tu veux parler de la section syndicale? Ben oui, c'est-à-dire que par rapport aux pratiques syndicales, qu'est-ce que vous faisiez au syndicat, voilà, en fait? Vous faisiez quoi? Là, moi, c'était de vendre, d'acheter et de vendre. Il y avait un groupement d'achat qui était à la sortie de la guerre, 39-45, il y avait pénurie de nourriture, de tout, et donc le comité d'entreprise s'est branché là-dessus, donc on achetait des patates, on achetait du charbon, on achetait de la... Puis après c'est parti, on achetait du pâté, et puis de la saucisse, et puis chacun, les délégués avaient chacun leur activité d'acheteur et de vendeur. On revendait au prix d'achat. Alors un jour, on est parti en stage avec Gilbert Sauget, là, de l'horlogerie. On l'appelait Kennedy, parce qu'il avait vraiment la touche de Kennedy. On est parti en stage à Bierville. Bierville, c'est un stage, Bierville, c'est un lieu de CFDT. Marc Sandnier est un militant qui avait donné un château à la CFDT. C'était un beau cadeau. Donc on est parti en stage là-bas, et puis on a raconté comment ça se passait dans l'usine, quoi, qu'on vendait, qu'on achetait. Alors le permanent, il a rigolé, il a dit « Vous feriez mieux de vous occuper de la situation économique de votre boîte que de vendre du pâté. » Alors quand on est rentré, parfois on a réuni la section, et puis on dit voilà, on dit oui, on tape à côté de la plaque, quoi. Alors on a supprimé carrément les achats et les reventes, parce qu'en plus de ça, on s'occupait les délégués s'occupaient de trouver des emplacements
il s'occupait des arbres de Noël. Donc le délégué, il était toute l'année pris avec ses activités qui n'avaient rien à voir avec le syndicalisme. Quoi. Et Fred Lipp, ça lui allait bien. Fred Lipp, lui, il était tranquille comme tout, mais c'est que quand on est rentré et puis la section a décidé d'arrêter ça, il a changé les hostilités étaient ouvertes, quoi, parce que autant il était tranquille, autant là, il était enquiquiné, quoi. Et donc vous avez fait quoi du coup pour remplacer le pâté? C'était en quelle année ça qu'ils ont remplacé le pâté? C'était en 59. Alors quand on sait pas trop. Mais après, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'idée c'était de s'intéresser à la vie économique, à la situation économique de l'entreprise, hein, et donc comment vous avez fait avec les salariés? Déjà, il a fallu leur expliquer que ça changeait, et après, vous avez fait quoi pour que les gens s'impliquent, enfin, marquent leur intérêt pour ça, parce que c'est pas forcément évident. C'était pas facile les gens, on a expliqué comme quoi c'est pas normal de. Excusez-moi, là, je suis un peu. Non, mais ne regarde pas ça, parce que tu peux pas lire, et de toute façon, c'est pas le bon page. Donc, Il a raison. Donc, du coup. Voilà, non, mais parce que, en fait, à ce moment-là, vous avez, autant que j'ai pu comprendre, vous êtes adressé au personnel pour dire regardez un peu autour de vous et dites-nous ce qui se passe. Voilà. Pour remonter ce que les personnels ressentaient de l'entreprise. Voilà, vous vivez. Excusez-moi, mais. Oui. Tu te souviens plus de ce passage-là, oui. de ce truc-là, parce que en fait, il y a des anomalies qui sont remontées du personnel, y compris de haut cadre, et puis Fred a commencé à s'énerver un petit peu. Et j'ai cru comprendre que Fred, à un moment donné, il dit si je savais qui c'est qui donne ces informations, ça ne se passerait pas comme ça. Oui, bien sûr, parce que ça ne pouvait venir que de cadre. Hein. Le personnel, quand on a dites-nous ce qui se passe, de partout c'est arrivé, de cadres même bien placés venaient nous dire, mais il y a ceci, il y a cela. Et Fred Lipp réunissait son staff et disait, si je sais qui c'est qui a communiqué ça veut mal aller. Ah, c'était vraiment ça me rendait fou, quoi, de voir qu'il avait des gens autour de lui qui le savaient. Mais alors, le personnel de Lipp, c'était qui exactement? C'était formé comment Le personnel de Lipp, c'était 600 blouses blanches, les femmes, et 600 blouses bleues, les mécaniciens. Les femmes, les horlogers. Comment? Ah oui, je dis 600, c'est. Oui, c'est des ordres de grandeur. À 5, c'est près, quoi. Non, là, c'était en gros la proportion, quoi. Les blouses blanches, les femmes. Et chacun faisait sa grève à son. Les mécanos, quand il y avait de la sabouret, quand il y avait les commandes importantes. Et puis l'horlogerie, parfois avant les communions, et puis avant Noël. Hein? Ah bah si, les communions, c'était bien longtemps. Alors, pour les noms, c'est sûr. Donc, un beau jour, les mécanos se sont joints, sont allés dans une aide aux horlogères. Et puis, depuis là, à un moment donné, c'est fini. La fusion était faite, et depuis là, il n'y a plus la grève des horlogers, la grève des mécanos. C'était, on est ensemble, c'est tout le monde qui participe, quoi. Donc, c'était très intéressant. Il y avait une vitalité dans ce groupe. On va revenir sur le groupe, là, mais ce Fred Lipp, c'était qui donc? Il venait de où, les Lipp?
Ah, les VIP, c'était déjà les premiers sont arrivés sur Besançon, je crois, vers 1895. Et ils avaient acheté les sifflets. Ça, c'était après les sifflets. Ils sont venus pas pour faire des sifflets, là. Ils sont venus pour faire fabriquer des montres. Ils étaient installés où? Ils sont installés. C'était Lippmann, c'était la famille. Oui, ils étaient rue des Juin, je crois, au départ. Ils étaient en ville. Et puis, ensuite, c'était rue des Chalets. Vous voyez où est la rue des Chalets? Donc, on a été là jusqu'en 1960. Mais c'était vraiment un labyrinthe d'ateliers, les escaliers, les passerelles. C'était vraiment. Et puis, bon, en 60, il a acheté un terrain à Palante où petit à petit, l'usine a été transférée sur 2 ans dans ce coin-là, quoi. Donc, c'était un type fantasque. Il y a des anecdotes à son égard. Il était autant bon que mauvais. Il avait ses moments de. Par exemple, il était au ski avec son entourage, quoi, ses directeurs. Et puis à 3500 mètres d'altitude, avant de faire la descente, eh ben, il disait à tel, tu peux descendre tout seul. Ça voulait dire, je peux te voir. Ou alors, lors d'une réunion, il avait sa technique pour faire comprendre un peu dans la réunion qu'il n'avait plus qu'il s'en allait, quoi. C'était vraiment un fantasque. Et il y a cette histoire où il avait invité les patrons horlogers. Ah oui, il avait invité du monde, et il y avait une grande table, la grande salle de réunion. Et puis, ma foi, il y avait une nappe. Et puis, ses invités arrivaient, puis ma foi, ils étaient là pour telle heure, puis ils n'étaient pas. Frédéric n'était pas là, alors ça discutait sur Frédéric, quoi. Puis d'un seul coup, il est sorti dessus la table. Ouais, c'était vraiment le fantasme, quoi. Donc il avait pu écouter tout ce qu'il racontait sur lui. Ah oui, il savait. Ah non, c'était un mariole, quoi, de ce côté-là. Mais bon, il a quand même monté une boîte, développé une boîte qui arrivait avec 1300 salariés. Oui. Donc il avait. Oui, il avait le sens du commerce, quoi. Et toi, alors, il paraît qu'il t'appelait le Christ des ébauches. Moi, je travaillais dans un atelier où il y avait 200 femmes, 200 ouvrières, les ébauches, et puis il passe. Voilà, Christ des ébauches, il dit. Parce qu'il savait que j'étais à l'Action catholique ouvrière, et donc j'étais repéré, quoi. Il avait de la barbe. Comment? Il avait de la barbe aussi. Personne de Christ. Ah, à cette époque-là, oui, je vais l'avoir quand même, oui. Et là, tu parlais de cette histoire des sifflets. En fait, ils étaient fantasques déjà depuis très longtemps, parce que les patrons, ce qu'ils avaient fait avec ces sifflets, là, c'était au... Ils avaient acheté ça pour perturber une manifestation anti-Dreyfusarde qui avait lieu dans le Cursal. Et puis, les sifflets, après, ils ont servi à comment... Il y avait une grève, et puis il y a toujours des jaunes. C'est ce que c'est que les jaunes. Voilà. C'est ceux qui ne font pas grève, quoi. Et donc, les grévistes faisaient une haie de déshonneur avec les sifflets en même temps, accompagner les sifflets pour marquer le coup, quoi. Alors, donc vous êtes globalement l'usine de Palante, c'est en 62 qu'elle a été à peu près finie, et à partir de là, il a commencé à y avoir un peu des erreurs industrielles. Oui. Il
il arrive de Paris un jour en disant oh, j'ai un contrat formidable. Alors ça a été les mécanos, ils travaillaient avec des petits tours Chaublin, ils travaillaient au micron, hein, c'était vraiment la précision. Et penses-tu, tout est liquidé, et puis ce sont des grosses machines qui arrivent, des gros tours, des fraiseuses, des taulimeurs. Et puis j'entends encore Michaud, délégué CFDT, qui lui dit mais c'est que vous nous emmenez là. Il tape sur l'épaule, il dit dans un an, vous me féliciterez, vous me remercierez. Un an après, c'était le fiasco complet. Et il revendait, enfin, toutes ces grosses machines repartaient. Et on allait rechercher chez le ferrailleur les petits tours. C'est le fiasco, quoi. Et puis il y avait cette expédition aux États-Unis. Oui, il avait demandé qu'on fasse. Il peut fabriquer 30 000 montres. Des mini-luttes qui étaient adressées pour les enfants. Et puis, elles sont fabriquées. Et au moment de payer, il y avait un voyage de 50 personnes aux États-Unis, à New York. Je ne sais pas sur quoi ils se basaient. C'était tiré au sort, je sais pas. Pour faire la promotion et tout ça. Oui. Et quand il a fallu payer le voyage, il y avait 3 000 montres vendues, sur 30 000 de fabriquées. Donc, fiasco financier à nouveau, quoi. Et c'est là que le personnel a senti que oui, ça commençait à vaciller. c'était visible, quoi. Ils ne sont pas étonnés que c'est le bazar après, quoi. Que ça calanche, quoi. Et les Japonais ont été approchés. Il s'est tourné vers les Japonais et puis ça n'a pas marché, c'était trop exigeant, je ne sais pas. Finalement, c'est les Suisses débauchés ça qui ont enlevé le morceau et qui sont arrivés donc en 68. En 67, en 67 juste avant, oui. Et donc là, ils avaient essayé de licencier. Tout de suite, ça a réagi et donc il avait dû abandonner son projet de licenciement à ce moment-là. On va revenir un peu à la section syndicale. Donc, pendant toute cette période, la section syndicale, elle s'étoffe et quelles sont vos activités, vos réflexions, comment vous faites, etc. La CFDT, on réfléchissait. On essayait de comprendre ce qui se passait. Donc on prenait le temps. Il y avait nos heures de délégation, mais ce n'était pas suffisant. Donc on organisait des week-ends, par exemple chez Girardot à Lièvremont. Chez Bernard Girardot. Sur un week-end. Pour réfléchir, ou encore on était allé à Versailles ou comme ça, vous êtes allé à plusieurs endroits, on prenait les week-ends pour approfondir, comprendre, puis orienter nos actions, quoi. Et puis voilà qu'arrivait mai 68, guerre après. Ah, mai 68, ça a été. À Paris, c'était parti. Alors, nous, dans les ateliers, les gens disent ma foi, il faudra peut-être qu'on se décide. Hein. Chez Renault, ça débraye. Alors, on a dit on en parlera lundi. On était en fin de semaine. On dit donc, on va réfléchir à l'affaire. Donc on s'est retrouvés pendant le week-end dans la salle à manger des Piagets, Dany et Charles. Et on a réfléchi, on a dit, il y a les revendications, ce qui est réclamé depuis X temps, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis l'action, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend. Alors,
à 6 h du matin, même peut-être avant, pour être sur le parking assez tôt. Et quand je suis arrivé, Fred Lipp était là. On devinait qu'il avait un revolver dans sa poche arrière, le pantalon. Et on négocie. Il dit non, aujourd'hui c'est l'ensemble du personnel qui va discuter, qui va réfléchir. Donc on a canalisé le personnel direction le restaurant. La CGT, Curti de la CGT arrive, qui était permanent. Non, on rentre pas. Il a dit écoute, tout est prêt, on va pas s'engueuler devant les gens. Et donc on a assemblée générale, et donc on a déroulé notre affaire, les revendications et l'action. Donc ça s'est très bien passé. On a expliqué ça. Et puis, on a donné un temps de réflexion. Voilà ce qu'on prévoit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il faisait beau temps, beau soleil, donc on a passé 1 heure, on a donné 1 heure de réflexion. Et donc, au retour, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Alors on a levé le bras, oui, mais il y a ceci, et puis les classifications, et puis moi je travaille dans l'atelier, on est dans l'huile, c'est pas normal, l'hygiène et sécurité, il faut... Alors donc on a amélioré le cahier de revendication, là. Et puis c'est parti comme ça, quoi. On a occupé l'usine. C'était une époque très active. Hein. Il y avait des groupes de travail et tout ça. Chacun, oui, les commissions. C'était une effervescence. Je ne sais pas, peut-être 10 commissions de prévues qui étaient en route. On peut passer d'une à l'autre parce qu'on avait des choses à dire dans chacune. Donc c'était un moment d'intense activité, de réflexion, voilà quoi. Et ça s'est terminé par Donc, oui, à la fin, donc, vous avez obtenu quoi? On a obtenu... Du point de vue salaire, le salaire, c'était pas ça le plus important. Pour nous, le plus important, c'était le panneau d'affichage. On a obtenu un panneau d'affichage qui faisait 2 mètres de long sur 1 mètre et sur lequel on écrivait, on notait tout ce qui se passait. Il fallait que chacune et chacun soit au même niveau d'information. Et ça a été d'une importance capitale, quoi. Les gens, ça donnait un bouillon. C'était très intéressant de travailler dans cette... les gens s'intéressaient, les gens... on n'était plus une section toute seule dans son coin qui réfléchit puis qui dit on est là, non, les gens étaient dans le coup. Que vous avez quand même obtenu l'échelle mobile des salaires, quand même si c'est les salaires, c'est pas important, mais il y avait quand même la question des salaires était quand même là. Et après, la question du panneau d'affichage, ça tout le monde en a beaucoup parlé, et puis tout le monde a eu l'occasion de le voir dans les années qui ont suivi. Ouais, en fait, disons que pour moi, c'était le panneau d'affichage était l'outil le plus important, quoi. L'augmentation de salaire, elle était rattrapée par l'augmentation du coût de la vie à côté, elle était souvent... Et après 68, alors, qu'est-ce qui s'est passé après 68? Parce que voilà, il y avait la situation qui s'était déjà dégradée, et puis après 68... Après 68, Fred Lipp a essayé en 69 de revenir sur les acquis. Et puis, grève tout de suite, menace, et
parti il a été mis à la porte ou bien il a démissionné, on ne sait pas, en 71. Mais il y a un épisode par rapport au bilan d'entreprise, au compte de l'entreprise, que tu avais contesté. Toi, quelque part, tu avais dit quelque chose du genre le bilan il est truqué. Voilà. Oui. Ouais, Bien que tu ne sois pas expert comptable de formation. oui, on avait. Il avait. Et c'était une anecdote avec le directeur du personnel, il s'appelait Gérard Nain. Oui, j'avais croisé le directeur du personnel dans la passerelle. Et puis, il me dit Victor, vous avez vu le bilan? Le bilan quoi? Un bilan, on lui fait dire ce qu'on veut. Une entreprise où il y a des milliers de pièces qui transitent à des dizaines de postes, on minore, on majore de temps. Donc au bilan, on le fait positif ou négatif. Alors, 3-4 jours après, je suis convoqué. On me demande à la direction. Moi, je me dirige là-bas. Alors, le secrétaire me chope au passage et puis m'emmène à la salle. Je vous parlerai tout à l'heure, il me dit, Fred. Alors, d'un coup, il me dit qu'est-ce que vous racontez dans les ateliers là, que je maquille le bilan? Je dis non. J'ai dit je vais répéter ce que j'avais dit à son directeur. Quoi. Alors il y avait 2 gars qui étaient avec lui. Alors il avait fait venir de Paris des experts comptables pour qu'ils témoignent que c'était faux. Ce que tu disais. Ce que je disais était faux. Alors je dis non, il n'y a pas d'histoire, j'essaie de répéter quoi. Et 3 ans plus tard, on revenait de Paris, de réunion à la CNDT, le délégué cadre Soulet vient nous rejoindre dans le wagon. Puis il me dit ben Roland, l'autre fois c'était un peu moqué de toi quand tu disais que le bilan était truqué. Mais je rentre de 3 jours de la CGC où on vient de décortiquer les bilans de l'IP. Et ben c'est toi qui avait raison. C'est officiel, il truquait il maquillait les bilans. Non, c'était. Donc alors en 71, tu dis Fred Lipp démissionne, il est remplacé par le secrétaire général. Saint-Esprit, Jacques Saint-Esprit. Oui, Jacques Saint-Esprit. Il nous dit, mais vous en faites pas. Alors il a donné un bon coup de pouce au salaire. Il a dit, nous, vous savez, les salaires, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'activité, le travail. Vous en faites pas. Et puis, on dit, ben bon, embaucher ça là derrière, et les Suisses, il y aurait du boulot. Mais le travail n'est pas venu. Il n'est pas venu. Pardon. C'était. Et puis ça vous a amené, début 73, à faire un mémorandum au président de la République. Février 73, on avait envoyé quelques pages adressées au président de la République et puis à tous les élus du coin. Et ce mémorandum se terminait par Monsieur, Madame, vous ne serez pas surpris si dans quelques semaines ou quelques mois, un grave conflit éclate à Besançon. Et donc, effectivement... C'était février, donc... 2 mois après, c'était la... En fait, ça prouve qu'au niveau syndical, vous aviez un suivi très très précis de la situation. Ah oui, non mais... Il y avait eu du chemin franchi depuis le pâté. Oui, non, mais on avait soif.
il avait soif de connaître, de suivre, et puis c'est vrai qu'il y avait un groupe, il y avait un peu chacun sa spécialité, hein. Il y avait des gars qui c'était le chiffre, les autres c'était l'écriture, l'autre c'était... On avait chacun sa spécialité un peu dans le groupe, et c'était fort intéressant quoi, de travailler dans ce... avec ça. Quoi. Et voilà qu'arrive en 73 le dépôt de bilan. Alors là, Ben, comment ça se passe cette annonce? Le bilan, oui. On s'y attendait, hein. On s'y attendait. Donc, comment ça s'est passé? Après, on a occupé l'usine. Ils sont occupés l'usine tout de suite. Non, parce que vous avez discuté, il y avait plusieurs options Oui, là. sur la suite de l'action. Oui, il y a ceux qui voulaient faire grève tout de suite, il y avait ceux qui voulaient. Qui disaient non, attention, il faut réfléchir. Faire la grève, c'est se couper du salaire. Donc, on veut absolument. C'est gentil, François. Attends, j'étais où là Si on fait grève, on va se couper du salaire. Oui, donc. Les formes d'action. Il faut agir autrement. Donc on a coupé, on allait freiner le travail. Alors freiner le travail, quand vous êtes sur une chaîne de montage, alors on a créé un serpentin, on faisait un serpentin à travers l'usine. Les serpentins salariés. Salariés, oui. Et on passait dans les ateliers pour décider les récalcitrants, hein, et puis donc le serpentin grossissait de jour en jour. Hein, c'était intéressant de bosser comme ça, quoi. Et est arrivé le... Ça c'était dans l'usine, puis après à l'extérieur de l'usine. Après il y a eu donc 3 phases de popularisation. Grossir les gens de l'île, le groupe l'île, qui avait qui avait un danger énorme pour nous. Après c'était sur Besançon, les quartiers, les tracts, les prises de parole dans les quartiers, et puis après la région. Pontarlier, Poligny, Arbois, de haut en bas, on a, de la plaine à la montagne, on a sensibilisé. C'est un fleuron franc-comtois qui s'en va, qui risque de partir, donc il faut s'y mettre, quoi, quand on réagit. Alors, qui dit dépôt de bilan dit aussi nomination d'administrateur provisoire. Voilà. Et ils sont occupés du boulot, ils faisaient quoi? Ah ben on les voyait tous les 15 jours. Alors je le vois encore, le Nara, il avait des lunettes qui se pliaient. Alors il avait ces paires de lunettes qui trafiquaient dans ses doigts. Ça l'occupait. Et au lieu de me répondre, là c'était... On voyait qu'il... Ils cherchaient les repreneurs, ils cherchaient quelque chose, ou ils faisaient semblant. Il disait on a une touche, c'est bien, il faut patienter un petit peu. Puis le coup d'après, il dit ça a lâché, il y a pas de. Il y a des fictions, mais ne nous en faites pas, on continue de chercher. On sentait bien que c'était de la musique, quoi. Et puis est arrivée la convocation du comité d'entreprise extraordinaire. Voilà, alors là, quelle annonce? On se doutait qu'il y aurait une annonce importante, quoi. Donc on s'est regroupé au château. Et puis on a communiqué téléphoniquement avec la délégation qui était en
réunion. Donc ils appellent, ils disent, ben, enfin, suppression des salaires, plus de salaire. Alors là, on s'est transporté, le groupe d'État s'est transporté à la salle de réunion. On a bloqué le couloir qui accédait à la salle de réunion. Donc, les administrateurs provisoires et le syndic étaient bloqués, étaient séquestrés. Alors, on a appris que le préfet avait convoqué. Mais aussi, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a découvert des documents. Ah, Jeannine Pierre-Émile. C'est important. Jeannine Pierre-Émile, qui était une. Les femmes, c'est toujours malin. Ah, ça c'est trouver les failles. Alors, Jeannine Pierre-Émile, elle avait. Comme c'était bloqué, là, elle a rentré dans un bureau, puis elle a ouvert des tiroirs, puis elle a tourné sur une serviette. Et puis elle a ouvert, et puis elle a regardé les papiers. Oh ben, elle dit tiens. Alors elle est venue les apporter à la salle de réunion, dire ben voilà, vous nous dites qu'il n'y a pas de problème, regardez, voilà le plan de licenciement. Alors c'est là que ça fait feu, quoi. Oui, mais alors ça a chauffé, alors. Ah ben là, donc on a occupé, donc a bloqué la. Et puis donc le préfet a convoqué. Puis j'ai descendu avec. A convoqué les délégués. Délégués, une délégation. Et en disant je fais intervenir la police. Alors, puis là, je leur ai dit attendez qu'on soit rentrés là. Et effectivement, quand ils sont rentrés, ça a commencé à bagarrer en bas. Oui, il y en avait qui étaient bien montés, quoi. Qui étaient remontés, puis ça, ils ont entendu les carreaux qui cassaient là. Donc, j'ai carrément dit, moi, à un moment donné, c'était tellement compact, c'était serré. On était peut-être, je sais pas moi, de 300 dans ce couloir. Et moi, en entendant la bagarre, j'ai foncé, je suis parti tout seul. J'ai ouvert la porte de la salle de réunion et j'ai empoigné le syndic. Et puis, ces deux acolytes, j'ai logé là-bas, la rambarde, là, et je les ai libérés. Il fallait. Personne ne m'a rouspété, il m'a dit t'aurais fait le con, t'aurais dû. Alors, c'est bien beau de. Si tu voulais éviter la violence, c'est tout. Ah, voilà. Non, mais ça, les mécanos, les jeunes de la mécanique avaient été chercher de la ferraille, des morceaux de ferraille, des boules. Ça aurait castagné, hein. Donc, il faut éviter. Moi, je suis non-violent. Donc, on a dit, pas question, quoi. Et alors, donc, vous avez fait quoi après? C'est toujours le même jour, hein, ça. Hein, comité extraordinaire, etc. Et puis après, vous avez fait quoi? Donc, on n'a plus rien, on n'a plus d'otages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On restait, je sais pas moi, une 10-12. Puis l'idée d'enlever des montres avait déjà treusi un moment avant. Il a fallu y revenir, quoi. Il n'y avait rien d'autre à. Donc on a décidé d'enlever le stock, quoi. Alors il y a ceux qui étaient chargés que. Vous avez décidé ça, donc c'est au milieu de la nuit, ou au début de la nuit, oui. Oh, il était 3h du matin, Oui. 2-3h du matin. Mmh. Parce que enlever les montres, c'était pas quelque chose de courant. Hein. Faire une grève, c'est courant. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mettre où? Et puis attention, elle est sortie d'une chambre froide
Donc chacun a son travail, à ceux qui préparent les voitures, ceux qui transportent les chariots où sont mises les montres et puis qui les acheminent. Moi, on me demande au bout d'un moment, il faudrait que tu avances ta voiture parce que il n'y a pas assez. Les 4 voitures qui sont là, elles sont pleines. Donc ma bagnole, il y avait une roue dans le coffre. Comme d'habitude. C'était vraiment la pagaille. Alors, c'était pas très accueillant pour les montres. Donc, tant pis, on a chargé la voiture de montres à côté du chauffeur. Et nous voilà partis par un beau soleil en direction de... Différents endroits. Non, là c'était c'était pas loin d'ici, là. Enfin bon. Non, c'était... ouais. De toute façon, Là, on rentre dans la cour, et puis la personne qui nous accueillait, qui avait été réveillée à 5h du matin pour accueillir les montres, qui avait dit oui, bien sûr, hein, c'était même pas, on n'avait pas donné la permission, hein, puisque les voitures arrivaient. Mais il nous a quand même payé, on a quand même arrosé ça au Jura, avec une bouteille de Jura. On rappelle, c'était sympa, quoi. Donc après, vous êtes rentré à l'usine le matin. Rentré à l'usine, oui. On est parti chacun de notre côté, les 5 voitures, pour ne pas donner au flic l'occasion de... Et quand je suis sorti de ma voiture, les applaudissements crépitaient, et c'était le personnel qui prenait en charge le rapt des montres. Alors c'était l'euphorie, quoi. Le coup était réussi et... Alors mettre les montres au chaud, c'était quelque chose. Mais ensuite, parce qu'à chaque fois qu'une étape est franchie, il y en a une autre qui se prépare. Comme j'ai cru comprendre. La décision de relancer la production, c'était, là encore, grande réflexion. C'est bien beau de relancer mais qu'est-ce qu'il faut faire comme montre? Est-ce que c'est des montres hommes? Est-ce que c'est des montres femmes? Est-ce que c'est des montres chères, des montres pas chères? Et puis les vendre où? À l'usine, se déplacer. Hein, donc c'est tout un tas de... l'argent récolté, il faut le planter. C'est tout un tas de problèmes qui se posent, qui se présentent, qu'il faut solutionner immédiatement et au jour le jour, quoi. Voilà, donc en fait c'est une décision qui a été préparée, présentée à l'Assemblée générale, je suppose discutée en intersyndical, parce que à chaque fois il faut avancer avec tout le monde. C'est-à-dire que la CGT, c'était pas facile. Alors on avait trouvé l'astuce, discuter, puis dire où on en était arrivé, parce que nous on avait réfléchi, on a dit ben on a proposé à la CGT que ce soit elle qui présente la décision. Et la CGT était d'accord, donc c'est Mercey qui a annoncé à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale qui a proposé au nom de l'intersyndicale, et donc avec la CGT, c'est passé tout de suite là. Et puis là, après, il y a eu, parce que vous aviez déménagé toutes les montres ce soir-là, déjà quand vous avez déménagé les montres, ou il y a eu encore d'autres prélèvements par la suite? Non, il y a eu des prélèvements, notamment tout ce qui était un peu facile à délocaliser, c'était le nom à donner. Et donc, il y a eu, par exemple, recherche, il y avait des documents, donc
ça a été, il y a eu donc des déplacements. Bertin, comment il s'appelait son Jacques Bertin, Jacques Bertin, qui est un chanteur, était venu chanter en solidarité avec nous. Et il dit, moi, chanter c'est bien, mais je voudrais faire autre chose, quoi. Alors il y avait une camionnette qui était prête de matériel, de précision, et on lui dit, bah, il y a une camionnette à conduire à 200 km, pas de problème, il est parti. 2 jours après, il n'était pas rentré, on se disait, et puis tout s'est très bien passé. Donc en fait, vous avez produit sur les chaînes de production habituelles, hein, vous avez continué le travail d'une certaine façon comme avant. Voilà, les ouvrières étaient à leur poste, et puis les chaînes marchaient, quoi. Oui. Oui. Mais après, donc, il a fallu vendre, parce que produire c'est bien, mais après l'organisation de la vente. Ah ben la vente, il a fallu former des... C'était ouvert déjà à l'usine, de telle heure à telle heure. Hein, on faisait pour que... Il y avait une file de gens, à 5 heures du soir, on arrêtait. Il y avait une file de 100 ou 200 personnes qui étaient encore dehors, ben vous reviendrez demain. Il n'y a pas d'autre solution parce que il y avait de l'argent qui avait été... Il fallait prendre des précautions, il fallait les sécuriser. Et il fallait que cet argent sorte de l'usine en catimini. Donc on ne sait pas, la filière était préparée, et puis ça s'en allait, quoi. Parce que les flics nous guettaient, hein, ils avaient loué un appartement en face qui donnait sur où ils pouvaient guetter aux jumelles les va-et-vient de l'usine. Et il y avait un Mercier avait chargé des cartons dans sa voiture. Il part, paf, les flics qui l'arrêtent au boulevard. C'était des cartons vides. Ce qui prouve que les flics nous guettaient, mais lui, il avait fait exprès, ça testait la surveillance, quoi. Après, aussi, vous allez vendre un peu partout. Alors après, il y a des groupes qui sont formés, qui partaient invités, hein, souvent de partout. Ils disaient, venez nous expliquer votre meeting, et puis en même temps on battait les montres. C'était assez... Et il y a un peu tout le monde qui allait. Enfin, tout le monde, je veux dire. Ah, il y avait forcément beaucoup de monde pour aller à beaucoup d'endroits. Oh, tu sais, les gens, non, pas tant que ça. Mais il y avait une dame qui dit, Mme Zaborny, c'était une dame très très forte. Alors elle pleurait, elle disait, moi je peux pas partir, moi, parce qu'il faut que je prépare le trousseau de mes gamins pour qu'ils partent en colo. Mais, prépare et puis tu viendras après. Alors les jours après, elle vient. Alors elle est partie en meeting, je ne sais pas où. Puis là, une fois, on la questionne, on va dire non, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude. Mais si. Alors elle s'est mise à expliquer ce qu'elle vivait comme ouvrière. Elle était applaudie, elle pleurait. Ah mais il t'a applaudi, quoi. Elle disait jamais, je pensais jamais avoir été applaudi comme ça, quoi. Voilà. Mais elle avait été capable, ça montre que tout le monde est capable d'expliquer, de tranquille, de faire ça, quoi. Mais alors, comment vous faisiez ça? Tu dis les flics regardaient, machin, mais enfin, c'était pas violent. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction. Ce qui les intéressait, c'était de guetter la filière financière, quoi, le fric. Parce que ça, c'était quand même le nerf de la guerre. Et ça nous tomber sur l'argent, c'était porter un coup au mouvement. Oui. Hein. Pendant que vous occupiez, voilà, vous aviez besoin de toutes les commodités, l'électricité, l'eau, tout ça. Et Ah ben, bonjour,
câble. Et puis quand ils ont branché, pouf, alors il a fallu qu'ils recommencent. Et puis, deuxième essai, ben, ça a donné l'électricité. Et puis, il y a eu l'eau route de Marchaux, mais là, c'est les qui l'ont fait. Moi, j'étais pas là, je sais rappeler que c'était. Enfin bon, mais en fait, vous faisiez la garde en permanence de l'entreprise, donc des tours de garde, donc Oui. le travail d'occupation. Oui. Ça, c'était quand même une organisation aussi, hein, je suppose. Mais alors donc, on produisait, on vendait, mais à un moment donné, les salariés ils vivaient de quoi? C'est quand la paye? Ah, ben, la paye, la première paye sauvage, c'était. L'argent avait été acheminé. Les enveloppes étaient prêtes. Tout avait été préparé. Et puis l'argent est arrivé, ils ont rempli les enveloppes. Et puis chacun, secteur par secteur, ils appelaient tel atelier. Et puis petit à petit, tout le monde a eu sa paye. Parce que ça demande une sacrée organisation. En plus, on manipule de l'argent. Ah oui, Il y a plusieurs personnes qui manipulent de l'argent, donc c'est quand même pas il faut quand un même truc évident. une filière tout comme la filière, tous les jours, la filière qui emporte l'argent. Je ne peux pas vous dire où, je ne sais pas qui s'en occupait, c'était pas mon secteur. Et puis, pour la paye, c'était la même chose. Il fallait temps à peu près. Les chiffres étaient donnés à ceux qui, à la filière du retour. Et puis voilà, on se défilait l'un derrière l'autre pour avoir notre paye, quoi. Il y avait droit. Mais donc vous gardiez tout en liquide comme ça, ou bien Ah, c'est en liquide? Ah, oui. ben oui. Non, mais vous gardiez tout en liquide. Sur les payes à ce moment-là, se faisaient encore en liquide. Mais les sommes que vous aviez, vous gardiez ça chez quelqu'un? Vous n'avez pas mis ça à la banque ou vous n'avez pas... Alors, l'argent, il avait. La CFDT nous avait dit, mais vous portez ça à un médecin. C'était la maman d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui emportait chaque soir l'argent qu'il prenait chez un médecin. Et puis lui, ma foi, il avait son coffre-fort. Et puis un jour, la CFDT nous a dit, écoutez, à Paris, on peut placer de l'argent dans une banque sans que ça se sache. Alors, fut dit, fut fait. On est parti à... Comment ça s'est passé? Ben, on est parti à Paris en train. On est parti en train, on me dit, tiens ben voilà, il faudrait que tu sois demain matin Oui. à 7h à la gare. Bon, j'arrive à la gare. Et trois autres convoqués, comme moi. Et puis il y avait 4-5 autres libres qui étaient là avec des sacs de sport. Plein de sous de billets de banque. Et ben voilà, on vous attend à Paris. Alors on prend le train. J'avais un neveu qui était là aussi, qui montait avec nous dans le train. Il partait faire un stage de cuisinier en Angleterre. J'ai dit, quand tu reviendras, je te dirai ce qu'il y a dans les sacs. Alors on arrive à Paris, Chérec était là, le secrétaire général des métaux. Et nous à la partie au milieu de Paris, je sais pas où. Et puis devant une banque, on descend à -7. Les grilles en ferraille, tchoc, on enfermait. 2 gars sortent par une autre porte, ils prennent nos sacs. Et puis ils reviennent un moment après, ils disent combien vous avez apporté? 100 millions. Non. 101 millions. Et ça c'est des banquiers, hein, c'est sympa. Hein.
ça, mais quand même, je reviens sur cette histoire, hein, des filles avec les jumelles, mais à un moment donné... Le 14 août, on apprend aux informations le matin l'invasion de l'usine libre par les CRS. Bon, alors moi mon vélo était resté à la cité administrative, enfermé. Alors on l'a parti, montasplanade à pied, là. Non, mais oui, c'est... Donc, et là, après, la police a occupé l'usine pendant... jusqu'au 15 mars. Jusqu'au 15 mars de l'année... Jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Alors, il y a ceux qui, le soir, le premier soir, les 2-3 premiers soirs sont allés les titouiller, quoi. On a lancé quelques cailloux, tout ça, mais enfin, disons qu'il y a eu des gars qui ont fait de la tôle un peu, hein, qui ont été emprisonnés, mais c'était pas l'élite. C'était pas l'élite, les gens, les provocateurs moi, je suis resté le coup là, j'ai été chargé de rester dans les CRS, parce qu'il a fallu, le 14 août, il a fallu préparer la réaction. Donc, moi, on m'a dit, tu restes là, toi, devant les CRS pour calmer les gars qui font le cirque, quoi, qui provoquent. Et puis, en ville, ils ont préparé la manif de l'après-midi. Et donc, moi, je n'ai pas connu cette manifestation de la place Saint-Pierre. C'est là que je me dis, on a montré Piaget debout sur le tour d'une bagnole. Puis moi, merde, alors on ne va pas montrer dans les CRS. Ah oui, non, chacun son rôle, quoi. Donc ça, c'était le 14 août. Et puis immédiatement, il y a eu une réaction. Une réaction puisque le 15 août. Le 15 août, moi, il fallait que il y a une réunion pour préparer et puis, moi, il fallait que j'aille cueillir les haricots. Je suis allé passer avant, alors j'ai dit à... Et parce que vous deviez préparer, en fait, un meeting, oui, le lundi 16, voilà, c'est l'août. Où il venait, Edmond Maire, la CGT, Georges Segui, la CGT, c'était, voilà, quand même pas tous les jours. C'était pas rien, oui. Et donc, du coup, le 15, que les haricots. Alors, je leur dis, écoutez, moi, je serai là, je veux bien prendre la parole, mais je passerai chez Louis Martin le matin à 8h. Louis Martin, c'était permanent de l'Union régionale CFDT. Et donc, il habite à Claire. Chapelle-Début. Oui. Alors, je passe chez Louis, et puis, oui, c'est toi qui est désigné pour... alors, je me retrouve à la CFDT avec Edmond Maire, il préparait son intervention, à la mienne. Et puis, il y a eu ce grand meeting à Palais des Sports, avec des combles, quoi. Et là, ça... Et c'est toi qui as parlé pour un CFDT. Donc pour les... Oui. T'as la revanche par rapport à Piaget qui avait parlé à la manif du samedi. Non, j'avais dit, je veux bien parler, mais c'est eux qui ont décidé, hein, ils ont pu dire, non... alors c'est vrai que ça fait plaisir de côtoyer ces gens-là, hein, Maire et Segui, et puis de prendre la parole devant 5000 personnes, quoi. Alors ensuite, donc, vous êtes installé au gymnase Jean Zay pour produire, parce que vous ne pouvez plus produire dans l'usine, et donc vous avez réinstallé l'usine là. On ne va pas aller trop longtemps là-dessus, parce qu'après le temps va passer, puis la télé devra reporter le match. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ça. Donc, pour continuer à produire et avec le slogan LIP est là où sont les travailleurs, qui a été
qui a été un slogan repris un petit peu partout. Et donc ensuite, il y a eu ça, il y a eu, après, pour sortir, en fait, après, vous cherchiez un patron, en réalité. Tout le monde cherchait un patron pour reprendre, c'était ça, quand même. Voilà, donc à Paris, la CFDT, le PSU se rencontraient et puis suivaient les affaires. Et donc, ils ont eu contact avec le pouvoir, avec le gouvernement, et puis ça a amené à des négociations à Dole. Avec des patrons aussi, hein, avec Oui. Antoine Thévou, avec Voilà. les... Et donc le conflit s'est terminé par la réembauche des 830 qui restaient sur le carreau. Et cet accord a été respecté puisque au 31 décembre 1974, les 830 LIP étaient réembauchés. Et là, après, ça a continué encore, ça, le pouvoir est rentré en scène. Deuxième licenciement en 76. Et là, c'était plus la même, quoi. C'était la fin. Mais après, donc, parce qu'il y avait toujours la question, ensuite, à nouveau la question de payer les salaires. Après, parce que les montres avaient été vendues ou non? Il fallait chercher de la ressource encore, non? Il fallait rechercher d'autres moyens d'obtenir de l'argent, non? Il y avait le magot, quoi. Le magot, c'est quoi le magot? Ce qu'on avait mis de côté à Paris. Oui. Alors, oui, il y avait ça, oui. Et puis on allait chaque mois à la banque de Besançon, qui était la filiale de Paris, Oui. pour chercher ce qu'il fallait, quoi. Mais c'est à ce moment-là que vous avez fondu des montres? Ah ben, c'est-à-dire à un moment donné, oui, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre à l'Assemblée générale. Donc, on a chargé un copain, Georges Truche. Non, il y avait d'abord un technicien d'Ali, qui était avec nous, qui avait dit, oh, ben, moi je m'en charge. Et puis au bout de 2 jours, il est venu, il a dit non, il a eu peur pour son avenir professionnel, je pense. Alors on a dit à Truche, un bon vieux copain, est-ce que tu ne pourrais pas t'occuper de ça? Donc il a pris un bout de ferraille, il l'a fraisé dans ce bout de ferraille les dimensions approximatives d'un magot. Hein. La lingot. Et bon, ben, ça fait tant de large, tant de long. Et puis, il a fondu les boîtiers de montre, hein, en or, boîtier or, pour faire 8 lingots. Alors, ils étaient approximativement du même poil l'un que l'autre. Ils étaient un peu frelés, comme on dit, hein, ils n'étaient pas très brillants. Mais 8 lingots d'or quand même, qui ont été... Il y a Gadlip qui dit, ben moi, avec une banque suisse, je peux me débrouiller. Et puis moi, je vais à Annemasse, dans un meeting là-bas, et puis je leur parle du truc. Oh, dis-nous, vous passez au lingot comme vous voulez, hein, il y a 10 000 personnes qui passent la frontière tous les jours. Donc, et puis, il y a une défection du côté de la banque. Hein, Puis après, donc, vous avez dû aller trouver à Paris quelque chose. Comment ça s'est passé là, avec Jean Ragnès Et donc, Jean Ragnès, écoute, tu connais Paris, va donc faire un tour et puis tu organises la réception de Noël. Ragnès part à Paris, 3 jours après il rentre, il dit bon ben ça y est, la filière est faite, est prête.
couché chez nous. Tu les as vus, je crois. Hein. Ouais. Ils étaient un peu frelés, quoi. Et puis, Et on est parti avec Agnès à Saint-Catherine. Et puis, on a atterri dans un monastère. Dans un monastère. Des prêtres qui accueillent des lingots. C'était pas courant quand même, en Herbie. Et un copain de Paris, Alain Morin, est venu chercher des lingots qu'il a emportés dans un comptoir. Puis là, dans le comptoir, on lui dit « Où est votre camionnette ?» Il dit « Sur son sac. » « Oh, c'est de la bricole, ça, au 8e étage, ça, il dit. Donc, voilà, l'argent était placé, était tranquille, quoi. Voilà, donc des astuces de toutes sortes. Alors, bon, il y a eu, on pourrait passer encore beaucoup de temps sur d'autres choses. La fameuse marche dite des 100 000, qui était en septembre 1973. Hein. Et donc voilà, on va peut-être pas, parce que encore une fois, il faut qu'on avance un petit peu. Hein. Voilà, et puis, en fait, si tu veux, pour arriver vers la fin, on a souvent donc dit bah, c'était un laboratoire de l'autogestion. Alors quand on te dit ça, tu réagis comment, toi? Non, si je voulais expliquer, on était curieux, on voulait savoir, on voulait, donc c'était le plus largement possible dans les ateliers, donc les gens se sont intéressés, ça n'a pas été un esprit autogestionnaire, un esprit de collectif auquel adhéraient les personnels. Mais enfin, dire que c'était de l'autogestion, on a manipulé un peu d'argent, enfin, c'était pas. C'est une gestion courante, quoi. Bon. Oui, disons que dans le processus, oui. Le fait d'impliquer les gens, de transparence de l'information, etc. Voilà, parce que bon, mais c'était, il faut se dire, en 1974, c'était, enfin, toute cette période, c'était l'autogestion, c'était quand même promu par la CFDT, le PSU, même plus tard le Parti communiste et tout ça. Donc c'était les partis socialistes aussi. Alors, pour conclure, je vais juste encore poser une question. Fernande, là-dedans. Parce que Fernande, elle est pas du soir parce qu'elle dit j'aime pas aller dans tes trucs. Alors, mais quand même, mener ce processus militant, cet engagement, etc. Et elle te préparait la réponse, non? Elle fait la prendre parce que tu le sens comme. Enfin, tu dirais quoi là? Fernande, elle était là, elle est présente, mais il avait 5 enfants, de 5 ans à 14 ans. Alors, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Elle a tenu largement sa place.